L'été 2013 avait transformé la petite place de Clerval-sur-Rhône en un tableau impressionniste. Les lanternes colorées se balançaient doucement entre les platanes centenaires, projetant des ombres dansantes sur les pavés usés par le temps. L'air embaumait la lavande et le thym sauvage, mêlés aux effluves de pain frais qui s'échappaient encore de la boulangerie du bois. C'était le jour de la fête de l'été, cette tradition provençale, où tout le village se rassemblait pour célébrer les récoltes à venir. Les femmes portaient leurs plus belles robes fleuries, les hommes avaient ciré leurs souliers du dimanche, et les enfants couraient entre les étals de fruits confits et de nougat blanc. Solène Marchand, 9 ans, se tenait au bord de la fontaine centrale, ses cheveux châtains tressés avec des rubans bleus qui captaient la lumière dorée du couchant. Sa robe blanche à petites fleurs violettes la faisait ressembler à un personnage échappé d'un conte de fées. Mais ce n'était pas sa beauté enfantine qui attirait l'attention. C'était cette détermination inhabituelle qui brillait dans ses yeux verts, cette façon qu'elle avait de regarder le monde comme si elle pouvait le plier à sa volonté. Elle observait la foule, cherchant quelqu'un. Ses petites mains serraient un bouquet de marguerites sauvages qu'elle avait cueillies le matin même dans les champs qui bordèrent la maison familiale. « Solène, viens ici, ma chérie !» l'appela sa mère, Émilie, depuis la terrasse du Café des Platanes. « Ne va pas trop loin !» Mais Solène n'entendait déjà plus. Elle venait de repérer sa cible. Alaric Beaumont se tenait près de l'église romane, légèrement en retrait de la festivité. À 29 ans, il portait déjà sur ses épaules le poids d'un empire naissant, grand, élancé, avec ses traits aristocratiques qui trahissaient des siècles de lignée bourgeoise. Il observait la fête avec ce mélange de bienveillance distante et de mélancolie qui le caractérisait. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coiffés. Sa chemise blanche ouverte au col révélait une élégance naturelle qui faisait murmurer les femmes du village. Héritier des vignobles Beaumont, il venait de racheter 3 domaines viticoles dans la vallée, transformant déjà la petite fortune familiale en quelque chose de plus ambitieux. Les anciens parlèrent de lui comme du futur roi du Rhône, cette région bénie des dieux où les vignes dorées produisaient certains des meilleurs vins de France. Solène traversa la place d'un pas déterminé, bousculant sans s'excuser Monsieur Girard qui vendait ses melons, esquivant les couples qui dansaient au son de l'accordéon de Papa Lucien. Quelques adultes sourirent en la voyant passer, se demandant quelle nouvelle espièglerie elle préparait. Elle s'arrêta devant Alaric, levant vers lui ses grands yeux verts où se reflétait toute la candeur et l'audace de l'enfance. Il baissa le regard, surpris par cette petite silhouette qui venait troubler sa solitude contemplative. « Monsieur Beaumont » dit-elle d'une voix claire qui perça le brouhaha de la fête. « Bonsoir, mademoiselle Solène » répondit-il avec ce sourire patient qu'il réservait aux enfants. « Tu es bien jolie ce soir. » Elle lui tendit son bouquet de marguerites, les joues rosies par l'émotion et la course. « C'est pour vous. » Il accepta les fleurs avec une courtoisie naturelle, intrigué par le sérieux inhabituel de cet enfant qu'il connaissait à peine. La famille Marchand était arrivée au village 2 ans plus tôt. Le père, Bernard, travaillait comme comptable pour une coopérative viticole, et la mère tenait un petit atelier de couture. Des gens simples, honnêtes, qui s'étaient vite intégrés à la communauté. « Elles sont magnifiques, merci ». Solène prit une grande inspiration, comme si elle se préparait à plonger dans les eaux profondes d'un lac inconnu. Autour d'eux, la musique continuait, mais quelques personnes commençaient à remarquer cette scène étrange. La fille du comptable qui offrait des fleurs au héritier Beaumont. « Monsieur Beaumont » répéta-t-elle, et sa voix porta soudain plus loin qu'elle ne l'aurait voulu. Plusieurs conversations s'arrêtèrent. Madame Roussel, la pharmacienne, cessa de remuer sa tisane de verveine. Les frères Moreau, vignerons depuis 3 générations, interrompirent leur discussion sur le millésime à venir. Même Papa Lucien ralentit le rythme de son accordéon. « Quand je serai grande, je t'épouserai. » Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un étang parfaitement lisse. 6 mots qui semblaient suspendus dans l'air tiède du soir provençal, entre les lanternes colorées et les étoiles qui commençaient à s'allumer. Un rire nerveux fusa depuis la terrasse du café. Puis un autre. Bientôt, une vague d'hilarité discrète parcourut la place. Les adultes échangèrent des regards amusés, des sourires entendus. « Oh,
comme elle est mignonne !» chuchota quelqu'un. « Les enfants et leurs idées !» renchérit une autre voix. Mais Alaric, lui, ne riait pas. Il regardait cette petite fille aux yeux verts qui venait de faire une déclaration d'une solennité déconcertante, et quelque chose dans son expression le frappa. Ce n'était pas un caprice d'enfant, pas une de ces promesses innocentes qu'on oublie dès le lendemain. Dans le regard de Solène brillait quelque chose de plus profond, de plus déterminé. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, indifférent au sourire moqueur qui flottait autour d'eux. De près, il pouvait voir les petites taches de rousseur qui parsemaient ses joues, sentir l'odeur de lavande qui imprégnait ses cheveux. « C'est une très belle promesse, Solène, » dit-il d'une voix douce, sans la moindre trace d'ironie. « Je la garderai précieusement en mémoire. » Elle hocha la tête, satisfaite, comme si un contrat venait d'être signé entre eux. Puis, avec cette grâce naturelle que possèdent parfois les enfants, elle fit une petite révérence et retourna vers ses parents, laissant Alaric debout au milieu de la place, les marguerites à la main. L'hilarité générale reprit de plus belle. Les commentaires fusèrent. « Alors, Alaric, tu as trouvé ta future épouse. Il faudra attendre une dizaine d'années. Elle a du goût, la petite. » Mais Alaric ne répondait pas aux plaisanteries. Il regardait s'éloigner cet enfant qui venait de bouleverser sa soirée avec 6 mots simples, et il se demandait pourquoi ces mots résonnaient en lui comme une prophétie. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein et que les derniers invités dansaient sur les pavés usés, Émilie Marchand vint s'excuser auprès d'Alaric. « Je suis désolée pour ma fille, » dit-elle embarrassée. « Vous savez comme sont les enfants, elle ne mesure pas toujours ses paroles. Il n'y a rien à pardonner, Madame Marchand, » répondit-il en regardant Solène qui jouait maintenant avec les autres enfants près de la fontaine. « Votre fille a du caractère. C'est une qualité précieuse. » Émilie sourit, rassurée. « Bernard a eu une proposition de travail à Lyon. Nous partons la semaine prochaine. » Le cœur d'Alaric fit un petit bond qu'il ne s'expliqua pas. « La semaine prochaine ? Oui. C'est une belle opportunité pour lui. Et pour Solène aussi, les écoles sont meilleures là-bas. » Alaric hocha la tête, sentant soudain le poids d'un regret inexplicable. « Elle ira loin, votre fille. J'espère bien, » sourit Émilie. « Elle a toujours eu de grands rêves. » Sur Rhône, le mardi suivant, dans leur vieille Peugeot chargée de cartons et de souvenirs, Alaric était aux vignes. Mais il les vit passer depuis les collines et il resta longtemps immobile entre les rangées de vignes, les marguerites de Solène encore fraîches dans un verre d'eau sur sa table de chevet. La promesse d'une fillette de 9 ans venait de partir pour Lyon, mais elle avait laissé derrière elle une empreinte que les années ne parviendraient pas à effacer. Septembre 2025, la Bugatti Chiron ronronnait silencieusement dans l'allée de gravier blanc qui menait à la Bastide Beaumont. Alaric coupa le moteur et resta un moment immobile dans l'habitacle de cuir noir, contemplant sa propriété à travers le pare-brise teinté. La maison se dressait devant lui comme un manifeste architectural, fusion parfaite entre l'élégance provençale traditionnelle et le design contemporain le plus audacieux. Les murs de pierre blonde du pays contrastaient avec les immenses baies vitrées qui s'ouvraient sur la vallée du Rhône. Les terrasses superposées, ornées de jardins suspendus où poussaient oliviers centenaires et lavandes sauvages, dominaient un domaine de 200 hectares où s'étendaient à perte de vue les vignobles les plus renommés de la région. Alaric Beaumont, 41 ans, était devenu exactement ce que tout le monde avait prédit, l'homme le plus riche du sud de la France. Son empire s'étendait bien au-delà des vignes familiales. Il possédait maintenant 15 châteaux viticoles de Châteauneuf-du-Pape à Hermitage, 3 haras de pur sang arabe, une chaîne d'hôtels de luxe de Saint-Tropez à Monaco et un portefeuille immobilier qui incluait certains des plus beaux appartements de Paris et d'Avignon. Les magazines économiques l'avaient surnommé le roi du Rhône et sa fortune personnelle dépassait désormais le milliard d'euros. Il descendit de voiture, ajusta sa veste Armani et gravit les marches de marbre qui menaient à l'entrée principale. Ses pas résonnaient dans le grand hall au plafond cathédral, où un lustre en cristal de baccarat projetait des arcs-en-ciel sur les murs blancs immaculés. « Bonsoir, Monsieur Beaumont », l'accueillit Madame Chen, sa gouvernante chinoise dont la discrétion et l'efficacité étaient légendaires.
Le dîner est servi dans la salle à manger principale. Merci, Madame Chen. Comme d'habitude, je suppose. Table pour une personne, oui, monsieur. Une table pour une personne. Dans cette maison de 1000 mètres carrés, avec ses 8 chambres, ses 5 salles de bain, sa bibliothèque, sa cave à vin de 3000 bouteilles et sa piscine à débordement, il dînait seul. La salle à manger aurait pu accueillir 20 convives. La table en acajou massif brillait sous les chandeliers, dressée avec la porcelaine de Limoges et l'argenterie héritée de sa grand-mère. Mais ce soir, comme tous les soirs depuis des années, un seul couvert était disposé à l'extrémité de cette table immense. Il s'assit dans le silence feutré, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise et le murmure distant de la climatisation. Madame Chen servit le premier plat, un velouté de châtaignes aux truffes, création d'un chef étoilé qu'il avait débauché d'un palace parisien pour sa cuisine privée. Alaric mangea machinalement, son regard dérivant vers les baies vitrées qui donnaient sur les vignobles. Les lumières de Clerval-sur-Rhône scintillaient au loin, petites étoiles terrestres dans l'obscurité de la vallée. Parfois, il se demandait si les habitants du village pensaient encore à lui, ou s'il n'était devenu qu'une légende locale, le garçon du pays qui avait conquis le monde et vivait maintenant dans son château de verre, inaccessible et solitaire. Après le dîner, il se dirigea vers son bureau, une pièce aux murs couverts de rayonnage remplie d'ouvrages sur l'œnologie, l'économie et l'histoire de la Provence. Son ordinateur portable trônait sur un secrétaire Louis XV, anachronisme parfait entre tradition et modernité qui résumait assez bien sa vie. Rapports financiers, propositions d'investissement, invitations à des galas de charité auxquels il n'irait pas. Son assistante, mademoiselle Dubois, avait organisé son agenda de la semaine avec sa précision habituelle. Réunion avec les maîtres de chais, négociation pour l'achat d'un nouveau domaine en Bourgogne, présentation des résultats trimestriels aux actionnaires, une vie parfaitement huilée, d'une efficacité redoutable et d'un vide abyssal. Il ferma l'ordinateur et se dirigea vers la terrasse principale, celle qui dominait toute la vallée. L'air nocturne charriait les parfums de sa jeunesse. Thym, romarin, cette odeur particulière de la terre calcaire après une journée de soleil. Un verre de cognac Hennessy Paradis à la main, il s'accouda à la balustrade de pierre et laissa ses pensées dériver. Il y avait eu Isabelle, bien sûr. Isabelle Moncler, fille d'une famille de banquiers lyonnais, belle, cultivée, parfaitement assortie à son statut social naissant. Il s'était fiancé 3 ans plus tôt, dans le jardin de la propriété familiale des Moncler, entouré de 300 invités, triés sur le volet. Les photos de leurs fiançailles avaient fait la une de Point de vue et Gala. Mais Isabelle était morte 6 mois avant le mariage, dans un accident de voiture sur l'autoroute du Soleil. Une collision frontale avec un camion par une nuit pluvieuse de novembre. L'ironie cruelle du destin. Elle revenait de chez son couturier parisien pour le dernier essayage de sa robe de mariée. Depuis, Alaric n'avait plus jamais envisagé de se remarier. Il y avait eu quelques liaisons discrètes, des rencontres mondaines qui ne menaient nulle part, des femmes attirées par sa fortune plus que par sa personnalité. Rien qui ressemblât de près ou de loin à l'amour. À 41 ans, l'homme le plus riche du sud de la France était aussi l'un des plus solitaires. Il vida son verre de cognac et rentra dans la maison silencieuse. En passant devant la bibliothèque, son regard s'arrêta sur une étagère particulière, celle où il conservait quelques souvenirs personnels parmi les livres rares. Entre un premier tirage de Madame Bovary et une édition originale des Fleurs du Mal, un petit vase en cristal contenait des fleurs séchées, des marguerites, celles qu'une petite fille aux yeux verts lui avait offertes 12 ans plus tôt, lors d'une soirée d'été qui semblait appartenir à une autre vie. Il n'avait jamais avoué à personne qu'il les avait gardées, ni à ses amis, les quelques relations d'affaires qu'il appelait ainsi, faute de mieux, ni à ses confidents financiers, ni même à son psychologue parisien qu'il avait consulté après la mort d'Isabelle. Personne ne savait qu'Alaric Beaumont, magnate de l'immobilier et roi des vignobles, conservait précieusement le bouquet fané d'une enfant qui lui avait promis de l'épouser quand elle serait grande. Parfois, dans les moments de solitude les plus aigus, il se surprenait à penser à elle. Où était Solène Marchand aujourd'hui?
À quoi ressemblait-elle? Avait-elle tenu d'autres promesses que celles de ce soir d'été? S'était-elle mariée? Avait-elle eu des enfants? Et parfois, dans le secret de ces nuits blanches, il se demandait ce qui se serait passé si sa famille n'était pas partie pour Lyon, si cet enfant déterminé avait grandi à Clerval-sur-Rhône sous ses yeux, année après année. Mais c'étaient là des pensées qu'il chassait aussitôt, les reléguant dans cette partie de son esprit où survivaient les rêves et les regrets. Alaric Beaumont était un homme pragmatique, un stratège, un conquérant. Il ne croyait ni au destin, ni aux contes de fées. Pourtant, chaque soir, avant de monter se coucher dans sa chambre aux dimensions palatiales, il s'arrêtait devant ses marguerites séchées et se souvenait de 6 mots prononcés par une voix d'enfant. « Quand je serai grande, je t'épouserai. » Et chaque soir, malgré lui, son cœur se serrait un peu plus fort. Octobre 2025. Le soleil d'automne dorait les collines qui entouraient Clerval-sur-Rhône, quand la petite Citroën C3 rouge gravit la route sinueuse menant au village. Derrière le volant, Solène Marchand, 21 ans, chantonnait une mélodie de Zaz en observant le paysage de son enfance qui renaissait sous ses yeux. 12 années avaient transformé la fillette aux nattes en une jeune femme d'une beauté saisissante. Ses cheveux châtains cascadaient maintenant en vagues souples sur ses épaules. Ses yeux verts avaient gardé cette intensité particulière qui la caractérisait enfant. Mais son regard portait désormais une profondeur nouvelle, celle de quelqu'un qui a vécu, aimé, souffert et appris. À Lyon, elle avait étudié l'architecture d'intérieur à l'École Boulle, travaillé dans de prestigieux cabinets parisiens, vécu des amours tumultueuses et des déceptions professionnelles. Mais rien n'avait réussi à effacer de sa mémoire ce village provençal où elle avait passé les plus belles années de son enfance. « Enfin libre », murmura-t-elle en apercevant le clocher de l'église romane qui dépassait des toits de tuiles roses. Sa rupture récente avec Julien, un banquier parisien plus préoccupé par ses bonus que par ses sentiments, l'avait libérée d'une relation qui l'étouffait. Son diplôme en poche et quelques économies de côté, elle avait décidé de revenir aux sources, de retrouver cette authenticité qui lui manquait dans la frénésie urbaine. Elle gara sa voiture sur la petite place qu'elle reconnut aussitôt, même si elle avait changé. De nouveaux commerces avaient ouvert, une galerie d'art, un restaurant gastronomique, une boutique de produits bio. Le développement touristique de la région avait apporté une certaine prospérité au village, sans pour autant détruire son charme authentique. Solène poussa la porte de l'office de tourisme, espérant trouver une chambre d'hôte pour quelques semaines, le temps de décider de son avenir. Derrière le comptoir, une femme d'une 60aine d'années leva les yeux de son ordinateur. « Bonjour, je cherche un hébergement pour... » commença Solène. « Mon Dieu, Solène Marchand !» s'exclama la femme. « C'est bien toi, je suis Martine Dubois, tu te souviens? J'étais l'institutrice de CE2, Madame Dubois. » Solène sourit, touchée d'être reconnue après tant d'années. « Comme c'est bon de vous revoir. Tu es devenue si belle, ma chérie. Tes parents vont bien? Ils nous manquent, tu sais. Ton père était si apprécié à la coopérative. Ils vont très bien, merci. Papa a pris sa retraite l'année dernière. Il voyage beaucoup maintenant. » Martine Dubois examina Solène avec cette tendresse particulière des enseignants pour leurs anciens élèves. « Et toi, qu'est-ce qui t'amène par ici? Tu passes juste en visite? En fait, je cherche à rester quelques semaines. Vous connaîtriez une chambre d'hôte disponible ?» Le visage de Martine s'assombrit légèrement. « Oh là là, ma chérie, c'est la pleine saison des vendanges tardives. Tout est complet jusqu'à la fin novembre au moins, avec la renommée qu'a prise notre région. Tu sais qu'on a même eu des journalistes de Figaro Madame qui sont venus faire un reportage sur nos vignobles. » Solène sentit sa déception monter. Elle n'avait pas prévu cette éventualité. « Attends, » reprit Martine, « il y a peut-être une solution. Tu te souviens d'Alaric Beaumont ?» Le cœur de Solène fit un petit bond qu'elle ne s'expliqua pas complètement. Bien sûr, il est devenu, comment dire, très important dans la région. Propriétaire de la moitié de la vallée, à ce qu'on dit. Il a une maison magnifique sur les hauteurs. Je sais qu'il reçoit parfois des gens pour affaires. Peut-être pourrait-il t'héberger quelques jours. Je ne peux pas m'imposer comme ça.
protesta Solène, bien qu'une partie d'elle-même trouvât l'idée troublante et excitante. Nonsense! Vous vous connaissez depuis enfant. Et puis, d'après ce qu'on dit, cette grande maison lui fait bien solitaire. Un peu de compagnie ne lui ferait pas de mal. Martine griffonna une adresse sur un papier. « Tiens, c'est la route qui monte vers les vignobles de Châteauneuf. Tu verras, c'est impossible à rater. C'est la plus belle propriété de la région. » 1 heure plus tard, Solène remontait lentement l'allée de gravier blanc de la Bastide Beaumont, sa petite Citroën détonnant complètement dans ce décor de rêve. Elle s'arrêta devant la maison, impressionnée malgré elle par l'élégance architecturale des lieux. Elle venait de couper le moteur quand elle l'aperçut. Alaric se tenait près des écuries, en pleine séance de dressage avec un magnifique étalon noir. Torse nu sous le soleil d'automne, il menait l'animal avec une autorité naturelle qui révélait des années d'expérience équestre. Ses muscles jouaient sous sa peau hâlée, ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés par l'effort, et sa concentration était totale. Solène resta un moment figée dans sa voiture, saisie par la transformation de l'homme qu'elle avait connu. À 29 ans, lors de leur dernière rencontre, Alaric était déjà séduisant. À 41 ans, il était devenu magnétique. Le temps avait affiné ses traits, creusé quelques rides d'expression autour de ses yeux gris, donné à sa silhouette cette prestance particulière qui caractérise les hommes de pouvoir. Mais c'était autre chose qui frappait Solène. Cette aura de solitude qui l'entourait, cette mélancolie qu'elle percevait même à distance. L'étalon, soudain nerveux, se cabra légèrement. Alaric réagit avec une rapidité impressionnante, maîtrisant l'animal d'une main ferme tout en lui parlant d'une voix apaisante. Solène ne put s'empêcher d'admirer cette communion parfaite entre l'homme et le cheval. C'est à ce moment qu'il la remarqua, dessus la distance qui les séparait, et Solène eut l'impression que le monde se figeait. Alaric immobilisa complètement sa monture, son expression passant de la surprise à l'incrédulité. Elle descendit de voiture, lissant machinalement sa robe d'été blanche qui épousait ses formes avec une élégance naturelle. Ses sandales plates crissèrent sur les graviers alors qu'elle s'avançait vers lui, le cœur battant d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à définir. « Bonjour, Alaric !» dit-elle quand elle fut assez proche pour être entendue sans élever la voix. Il confia les rênes de l'étalon à un palefrenier qui était apparu discrètement et enfila une chemise blanche qu'il boutonna rapidement sans quitter Solène des yeux. « Solène Marchand !» dit-il, et sa voix était plus grave qu'autrefois, marquée par les années et les épreuves. « Je n'arrive pas à y croire. C'est bien moi, sourit-elle, la petite fille qui promettait de t'épouser quand elle serait grande. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Alaric la détaillait, comme s'il cherchait à retrouver la fillette de 9 ans dans cette femme époustouflante qui se tenait devant lui. Solène, elle, était frappée par l'intensité de son regard, cette façon qu'il avait de la regarder comme si elle était un miracle. « Tu as énormément changé », finit-il par dire. « Toi aussi, en mieux », ajouta-t-elle avec un sourire espiègle qui lui rappela immédiatement l'enfant qu'elle avait été. « Qu'est-ce qui t'amène à Clerval-sur-Rhône après toutes ces années ?» Solène hésita un instant. Comment expliquer cette impulsion qui l'avait poussée à revenir, cette nostalgie inexplicable, cette sensation de ne pas être à sa place à Paris ? « J'avais besoin de retrouver mes racines, » dit-elle simplement. « Et puis, j'avais une promesse à tenir. » Le cœur d'Alaric s'accéléra. Une promesse, celle de revenir voir si tu te souvenais de moi. Il la regarda longuement, et dans ses yeux gris, elle lut une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier complètement. Tendresse, mélancolie, désir, je n'ai jamais oublié Solène, jamais. Ces 4 mots, prononcés avec une sincérité désarmante, firent naître en elle un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Madame Dubois m'a dit que toutes les chambres d'hôtes étaient complètes, dit-elle, se raccrochant au prétexte pratique de sa visite pour masquer son trouble. Je me demandais si tu pourrais m'héberger quelques jours. Je ne veux pas m'imposer, bien sûr, si. Reste, l'interrompit-il avec une urgence qui le surprit lui-même. Reste autant que tu veux. Cette maison est bien trop grande pour une seule personne. Solène sourit, et ce sourire illumina le visage d'Alaric d'une façon qu'il avait oubliée depuis la mort d'Isabelle. Dans ce cas,
dit-elle en faisant une petite révérence théâtrale qui lui rappela la fillette de 9 ans. « J'accepte avec plaisir l'hospitalité du maître des lieux. Bienvenue chez toi, Solène. » La chambre que Madame Chen avait préparée pour Solène se trouvait au premier étage, avec une vue imprenable sur la vallée du Rhône. C'était une pièce magnifique, décorée avec un goût exquis. Murs blancs rehaussés de poutres apparentes, mobilier provençal chiné avec soin, linge de lit en lin blanc immaculé. Une porte-fenêtre donnait sur une terrasse privée où un petit déjeuner avait été dressé sur une table en fer forgé. Pourtant, malgré le luxe évident des lieux, Solène fut frappée par une impression étrange. Cette beauté parfaite semblait froide, presque artificielle, comme si la maison était une vitrine magnifique, mais dépourvue d'âme. « J'espère que tout vous convient, mademoiselle, » dit Madame Chen, en déposant une pile de serviettes moelleuses sur le lit. « C'est parfait. Merci beaucoup. Le dîner est servi à 20 heures dans la salle à manger principale. Monsieur Beaumont vous attend. » Une fois seule, Solène prit une douche dans la salle de bains attenante, marbre italien, robinetterie dorée, produits de luxe alignés avec une précision militaire, puis revêtit une robe simple mais élégante, noire et fluide, qui soulignait sa silhouette sans ostentation. À 20 heures précises, elle descendit l'escalier principal, ses talons résonnant sur le marbre. La maison lui paraissait immense et silencieuse, presque inquiétante dans sa perfection. Où était la chaleur, la vie, les imperfections qui font qu'un lieu devient un foyer? Elle trouva Alaric dans la salle à manger, debout près de la baie vitrée, un verre de vin à la main. Il avait revêtu un costume sombre qui accentuait encore son élégance naturelle, mais quelque chose dans son attitude trahissait une nervosité inhabituelle. « Solène, » dit-il en se retournant, « tu es éblouissante. Merci. » sourit-elle en observant la table dressée avec un soin méticuleux. « C'est magnifique ici. Mais pourquoi seulement 2 couverts? Tu n'attendais personne d'autre ?» Un éclair de gêne traversa le regard d'Alaric. « Non, je dîne toujours seul, habituellement. »« Toujours seul ?» répéta Solène, intriguée. « Dans cette grande maison ?» Il l'invita à s'asseoir et lui servit un verre de vin, un château neuf du pape de sa propre production, précisa-t-il. Le premier service arriva, un velouté de potiron aux châtaignes, présenté avec un raffinement digne d'un restaurant étoilé. « C'est délicieux !» dit Solène après la première cuillerée. « Qui cuisine si bien? J'ai un chef, Pierre Moreau. Il prépare mes repas puis s'en va. Je n'aime pas être dérangé pendant mes dîners. » Solène l'observa attentivement. Dans cette salle à manger somptueuse, face à cette table immense où ils étaient seulement 2, elle commençait à comprendre la réalité de la vie d'Alaric. Toute cette richesse, toute cette beauté, pourquoi? Pour qui? Tu n'as jamais eu envie de partager tout cela? Demanda-t-elle doucement. Alaric but une gorgée de vin avant de répondre, semblant peser chaque mot. J'ai été fiancé, il y a quelques années. Isabelle Montclair, elle est morte dans un accident de voiture 6 mois avant notre mariage. Oh, Alaric. Solène posa instinctivement sa main sur la sienne. Je suis désolé. Je ne savais pas. Le contact de cette main chaude sur la sienne le troubla plus qu'il ne l'aurait voulu. Depuis combien de temps personne ne l'avait-il touché spontanément, avec cette tendresse naturelle? Depuis, j'ai préféré éviter les complications, reprit-il en retirant doucement sa main, troublé par sa propre réaction. Le repas se poursuivit dans une conversation plus légère, chacun racontant sa vie des 12 dernières années. Solène parla de ses études, de Paris, de ses projets professionnels. Alaric évoqua le développement de son empire, ses acquisitions, ses succès commerciaux. Mais au fil du dîner, Solène remarquait à quel point il parlait de son travail avec une passion qui sonnait faux, comme s'il récitait un rôle appris par cœur. Après le dessert, un tarte fine aux poires et au miel accompagné d'une glace à la lavande, Alaric lui proposa de visiter la propriété. Ils déambulèrent dans les couloirs feutrés, Alaric jouant le guide parfait. Ici, la bibliothèque avec des éditions rares. Là, le salon de musique avec un piano Steinway. Cette aile abrite ma collection d'art contemporain. Mais Solène ne voyait que le vide. Des pièces magnifiques, parfaitement décorées et parfaitement mortes. Pas un livre ouvert, pas un coussin froissé, pas un objet personnel qui traîne. Rien qui indique
qu'un homme vit réellement dans ces lieux. « Et ta chambre ?» demanda-t-elle avec un sourire taquin. « À l'étage, dans l'aile ouest ?» répondit-il soudain plus distant. « C'est très privé. » En redescendant vers le salon principal, Solène s'arrêta devant la bibliothèque. Quelque chose avait attiré son attention. Un petit vase en cristal posé sur une étagère entre des livres anciens. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en s'approchant. Alaric blêmit légèrement. Dans le vase, des fleurs séchées, jaunies par les années mais encore reconnaissables. « Des marguerites » murmura Solène, incrédule. « Tu as gardé mes marguerites ?» Un long silence s'installa dans la bibliothèque. Alaric se tenait immobile. Pris en flagrant délit de sentimentalisme, cet homme d'affaires impitoyable, soudain redevenu vulnérable face à ce témoignage de sa nostalgie secrète. « Pourquoi ?» demanda Solène, émue. « Je ne sais pas, » mentit-il. Une fantaisie sans doute, mais elle voyait la vérité dans ses yeux. Ces fleurs séchées n'étaient pas une fantaisie. Elles étaient le symbole de quelque chose qu'il avait préservé pendant 12 ans, dans cette maison parfaite et vide. « Alaric !» dit-elle en se rapprochant de lui. « Tu es malheureux, n'est-ce pas ?» La question, posée avec cette douceur directe qui la caractérisait, le prit au dépourvu. Personne, jamais, ne lui avait demandé s'il était heureux. On s'extasiait sur sa réussite, on enviait sa fortune, on admirait ses propriétés, mais personne ne s'était jamais soucié de savoir s'il était épanoui. « Je ne suis pas malheureux, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « J'ai tout ce qu'un homme peut désirer, sauf la joie de vivre. » Ces 5 mots le touchèrent en plein cœur. Solène voyait clair en lui avec cette lucidité troublante qu'elle possédait déjà enfant. « Cette maison est magnifique, Alaric, mais elle est silencieuse, morte. On dirait un mausolée. C'est ma maison, dit-il sur la défensive. Non, c'est un musée. Tu exposes ta réussite, mais tu n'y vis pas vraiment. » Elle se dirigea vers les immenses baies vitrées et les ouvrit en grand. Un courant d'air frais s'engouffra dans la pièce, faisant volter quelques papiers sur le bureau, dérangeant cette perfection figée. « Qu'est-ce que tu fais ?» protesta-t-il. « J'aère. Cette maison a besoin de respirer. » Elle alla ouvrir d'autres fenêtres, et bientôt la brise nocturne circula librement dans les pièces, apportant avec elle les parfums de la nuit provençale. Lavande, thym, terre chaude. « Solène, arrête, s'il te plaît. Madame Chen va. Madame Chen va quoi? Se rendre compte qu'un peu de vie est entré dans cette maison ?» Elle éclata d'un rire cristallin qui résonna dans l'espace, et ce rire fut comme une révélation pour Alaric. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu quelqu'un rire spontanément dans cette demeure? « Tu sais ce qui manque ici ?» dit-elle en se plantant devant lui, les yeux brillants. « Du désordre, de l'imprévu, de l'humain. J'aime l'ordre, tu aimes le contrôle. C'est différent. » Elle avait raison et il le savait. Cette maison parfaite était l'extension de sa personnalité. Tout maîtrisé, tout prévisible, rien qui puisse le surprendre ou le blesser. « Demain matin, annonça-t-elle, je vais te préparer le petit déjeuner. Ce n'est pas la peine, j'ai du personnel pour justement. Quand as-tu mangé quelque chose fait avec amour pour la dernière fois ?» La question le laissa sans voix. Quand, effectivement? Les plats de son chef étoilé étaient le parfait techniquement, mais cuisinés sans affect, servis par des domestiques professionnels, consommés dans la solitude. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. Alors il est temps de redécouvrir le goût des choses simples. Là, pour la première fois depuis des années, Alaric s'endormit en pensant au lendemain, avec impatience, au lieu d'appréhension. Dans sa chambre d'amis, Solène contemplait les étoiles par sa fenêtre ouverte, se demandant dans quelle aventure elle venait de se lancer. La maison silencieuse avait trouvé sa voix, et cette voix avait le timbre cristallin du rire de Solène. Sur Rhône, en un tableau vivant de tradition provençale. Des guirlandes de pampres dorées ornaient les façades de pierre blonde. Les étals de producteurs locaux s'alignaient sur la place centrale, et l'air embaumait le mou frais et les épices chaudes. Solène se tenait devant le grand miroir de sa chambre, ajustant une dernière fois sa robe. Elle avait choisi une création simple mais élégante, un fourreau de soie bordeaux qui épousait parfaitement sa silhouette, décolleté avec goût, manche 3/4, qui révélait la finesse de ses bras.
Ses cheveux étaient relevés en chignon lâche, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles qui encadraient son visage. Ces 3 semaines passées à la Bastide Beaumont avaient été une révélation pour tous les deux. Chaque matin, Solène préparait le petit déjeuner sur la terrasse. Croissants chauds, confiture maison qu'elle avait faite avec les abricots du verger, café serré qu'elle buvait dans des bols en céramique dénichés au grenier. Alaric, habitué au service irréprochable de Madame Chen, découvrait le plaisir simple d'un repas partagé, des conversations spontanées, des rires qui résonnaient dans sa maison enfin habitée. Le soir, il se promenait dans les vignobles, Solène l'écoutant parler de vinification avec une passion qu'elle ne lui connaissait pas, lui redécouvrant sa propriété à travers le regard émerveillé de la jeune femme. Elle avait transformé plusieurs pièces de la maison, disposé des bouquets de fleurs sauvages dans les salons, déplacer des meubles pour créer des espaces plus intimes, laisser traîner des livres ouverts et des magazines. « Vous sortez ensemble ce soir ?» avait demandé Madame Chen avec un sourire complice qu'elle ne se permettait jamais d'ordinaire. « C'est la tradition du village », avait répondu Alaric, mais ses yeux brillaient d'un éclat particulier. La vérité, c'est qu'il attendait cette soirée avec une impatience qu'il n'osait s'avouer. Pour la première fois depuis des années, il allait se présenter en public accompagné, et pas de n'importe qui, de la femme qui transformait chacune de ses journées en petits bonheurs inattendus. On frappa à la porte de Solène. « Entrez !» Alaric apparut sur le seuil, et elle eut le souffle coupé. Il portait un costume anthracite parfaitement coupé, une chemise blanche ouverte au col. Ses cheveux étaient légèrement décoiffés par le vent. Mais c'était son sourire qui la frappa le plus, ce sourire qu'elle n'avait jamais vu, lumineux, presque juvénile. « Tu es magnifique, dit-il, et sa voix était rauque d'émotion. « Toi aussi, répondit-elle en rougissant légèrement. Il lui offrit son bras avec une galanterie d'un autre temps, et ils descendirent vers le village dans la Bugatti, fenêtres ouvertes, cheveux au vent, comme un couple d'acteurs dans un film de Lelouch. Sur Rhône était méconnaissable. Des centaines de personnes déambulaient entre les stands, dégustant les vins nouveaux, achetant des produits du terroir, dansant au son d'un orchestre traditionnel. Des lampions multicolores éclairaient la scène d'une lumière douce et festive. Leur arrivée ne passa pas inaperçue. « Regardez, c'est Alaric Beaumont !» chuchota quelqu'un. « Et qui est cette femme avec lui? Elle est superbe, on dirait. Mon Dieu, c'est la petite Solène, la fille des marchands. » Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Bientôt, tous les regards convergèrent vers le couple qui traversait lentement la place, Alaric saluant poliment les connaissances, Solène souriant avec cette grâce naturelle qui la caractérisait. « Solène Marchand !» s'écria Martine Dubois en se précipitant vers eux. « Tu es absolument ravissante. Et Alaric, quel plaisir de vous voir ensemble !» D'autres villageois s'approchèrent. Les frères Moreau, maintenant propriétaires de l'une des plus importantes coopératives de la région, Papa Lucien, qui jouait encore de l'accordéon malgré ses 80 ans passés, Madame Roussel, qui tenait toujours sa pharmacie avec la même efficacité bourrue. « Alors, ma petite Solène, dit Papa Lucien avec un clin d'œil malicieux, tu es venue vérifier si ta promesse d'enfant tenait toujours ?» Solène éclata de rire. « Peut-être bien, Papa Lucien. » Alaric la regardait évoluer dans cette foule avec une admiration grandissante. Elle avait ce don rare de mettre tout le monde à l'aise, de créer instantanément une atmosphère chaleureuse autour d'elle. Les hommes la regardaient avec envie, les femmes avec curiosité bienveillante, les anciens avec attendrissement. Ils dégustèrent les vins des différents producteurs, Alaric jouant le guide expert, expliquant les subtilités de chaque cru, Solène posant 1000 questions avec une curiosité touchante. Quand ils arrivèrent au stand des vignobles Beaumont, une petite foule s'était déjà rassemblée. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de chez d'Alaric, « j'ai l'honneur de vous présenter notre nouvelle cuvée Prestige, un Châteauneuf du Pape 2020 qui vient d'être primé au concours général agricole de Paris. » Des applaudissements saluèrent l'annonce. Alaric fut invité à dire quelques mots, et Solène l'observa avec fierté, tandis qu'il parlait avec éloquence de son métier, de sa passion pour la terre, de l'héritage qu'il s'efforçait de préserver tout en l'innovant.
C'est à ce moment que Cassian Morel fit son apparition. Il arriva au bras d'une jeune femme blonde, spectaculaire, mannequin parisien d'après les murmures, vêtue d'un costume italien hors de prix et arborant cette assurance agressive des nouveaux riches. Cassian Morel, 45 ans, avait bâti sa fortune dans l'immobilier de luxe et les complexes touristiques. Concurrent direct d'Alaric depuis plusieurs années, il convoitait depuis longtemps les terres des Beaumont et ne cachait pas son ambition de devenir le véritable roi du Rhône. « Tiens, tiens !» dit-il d'une voix suffisamment forte pour être entendue de tous. « Regardez qui nous honore de sa présence, le seigneur Beaumont en personne. » Un silence gêné s'installa autour du stand. Alaric se raidit imperceptiblement, mais son sourire resta courtois. « Bonsoir, Cassian. J'espère que tu passes une bonne soirée. Excellente, merci. Et je vois que tu ne t'ennuies pas non plus, ajouta-t-il en dévisageant Solène avec une insistance déplacée. Qui est cette charmante demoiselle? Une nouvelle acquisition? Le sang de Solène ne fit qu'un tour, mais avant qu'elle puisse réagir, Alaric posa une main protectrice sur son épaule. Je te présente Solène Marchand, une amie d'enfance. Ah oui, la fille du comptable, ricana Cassian. Je me souviens maintenant. Tu es celle qui promettait d'épouser notre amie quand tu étais petite, c'est ça? La foule retint son souffle. Plusieurs personnes échangèrent des regards embarrassés, sentant venir l'orage. En effet, répondit Solène d'une voix claire, sans se démonter. Et contrairement à d'autres, j'ai tendance à tenir mes promesses. Le sourire de Cassian se figea légèrement. Il n'avait pas prévu cette répartie. Comme c'est touchant! Une histoire d'amour digne d'un conte de fées, la bergère et le milliardaire, Cassian, intervint Alaric d'un ton d'avertissement. Quoi? Je trouve ça romantique. Bien sûr, on pourrait se demander ce qui attire une si jeune femme chez un homme de ton âge. Mais je suis sûr que tes qualités personnelles n'ont rien à voir avec tes comptes en banque. Cette fois, c'en était trop. Plusieurs hommes de l'assistance commencèrent à gronder sourdement, offusqués par tant de grossièreté. Alaric fit un pas en avant, les mâchoires serrées. Mais Solène fut plus rapide. « Monsieur Morel, dit-elle d'une voix posée mais qui portait loin, j'ai effectivement promis d'épouser Alaric quand j'étais enfant, pas parce qu'il était riche. À l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais parce que j'avais reconnu en lui quelque chose que visiblement tout le monde ne possède pas, la noblesse de cœur. » Elle fit une pause, observant l'effet de ses paroles sur l'assistance. Tous l'écoutaient, suspendus à ses lèvres. 12 ans plus tard, je suis revenu. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Que l'enfant avait eu raison. Alaric est devenu l'homme le plus généreux, le plus intègre que je connaisse. Un homme qui a préservé pendant 12 ans un bouquet de marguerites fan parce qu'il représentait la promesse d'une fillette de 9 ans. Un murmure ému parcourut la foule. Même les plus cyniques semblaient touchés par cette révélation. Alors oui, poursuivit Solène en prenant la main d'Alaric sous les regards admiratifs de l'assistance, je maintiens ma promesse d'enfant. Pas pour sa fortune, que je n'ai jamais désirée, mais pour l'homme qu'il est. Des applaudissements spontanés éclatèrent. Papa Lucien entonna quelques notes triomphantes à l'accordéon. Cassian, livide, comprit qu'il venait de perdre une bataille qu'il croyait gagner d'avance. « Nous verrons bien », marmonna-t-il, avant de s'éloigner avec sa compagne, laissant derrière lui un parfum de défaite et d'amertume. La soirée reprit son cours festif, mais quelque chose avait changé. Solène et Alaric étaient maintenant officiellement un couple aux yeux du village. On les félicitait, on leur souriait, on leur offrait des verres, on leur demandait quand aurait lieu le mariage. Plus tard, alors qu'ils dansaient sur la place sous les étoiles, Alaric murmura à l'oreille de Solène « Merci pour ce que tu as dit tout à l'heure. Je n'ai dit que la vérité. Tu m'as défendu avec plus de fougue que je ne me défends moi-même. » Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard vert qu'éclairaient les lampions, il lut quelque chose qui lui fit battre le cœur plus fort. C'est normal, Alaric. On protège toujours ce qu'on aime. Le lendemain de la fête des vendanges, Cassian Morel n'arrivait pas à digérer son humiliation publique. Dans son bureau au mur de verre qui dominait Avignon, il faisait les 100 pas comme un fauve en cage, repassant en boucle la scène de la veille. Cette petite prétentieuse l'avait ridiculisé devant tout le village.
Lui, Cassian Morel, qui avait gravi tous les échelons de la réussite sociale, qui possédait maintenant une fortune estimée à 150 millions d'euros, qui fréquentait les ministres et les célébrités, humilié par une fille de rien qui se prenait pour la future épouse du roi du Rhône. Monsieur Morel, son assistante, Valérie, passa timidement la tête par l'embrasure de la porte. « Votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. Qu'il attende » aboya-t-il. Valérie se retira prudemment. Elle connaissait les colères de son patron, mais celle-ci semblait particulièrement noire. Cassian se planta devant la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur la vallée du Rhône. Au loin, il apercevait les toits de Clerval-sur-Rhône, et plus haut sur les collines, la Bastide Beaumont, qui narguait le paysage de sa splendeur architecturale. Depuis 5 ans qu'il tentait de racheter les terres d'Alaric, il s'était heurté à un refus poli, mais ferme. Pourtant, son offre était généreuse, 200 millions d'euros pour l'ensemble du domaine. De quoi permettre à Beaumont de s'installer n'importe où dans le monde et de vivre comme un prince jusqu'à la fin de ses jours. Mais non, monsieur avait des attaches sentimentales à ces terres. Monsieur ne pouvait pas trahir l'héritage familial. Monsieur préférait jouer les gentlemen farmers dans son château provençal, plutôt que de laisser un vrai entrepreneur développer le potentiel touristique de la région. Et maintenant, cette petite Solène venait compliquer encore les choses. Car Cassian n'était pas naïf. Il avait bien vu la façon dont Beaumont la regardait, cette tendresse nouvelle dans ses yeux, cette complicité évidente entre eux. Un homme amoureux est encore plus difficile à déraciner qu'un homme solitaire. Il décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Jérôme, c'est Cassian. J'ai du travail pour toi. Oui, le genre de travail que tu sais bien faire. Je veux que tu me trouves tout ce qu'il y a à savoir sur une certaine Solène Marchand. Non, pas un nom de famille courant. Elle a grandi à Clerval-sur-Rhône, puis elle a vécu à Lyon et Paris. Je veux son cursus scolaire, ses anciens petits amis, ses dettes éventuelles, ses failles, ses secrets. Tout. » Il raccrocha avec un sourire mauvais. Jérôme Blanchard était un détective privé sans scrupules qui avait déjà rendu de précieux services à Cassian dans ses affaires immobilières. Il savait débusquer les squelettes dans les placards, trouver les points de pression qui permettaient de faire chanter ou manipuler les récalcitrants. Tout le monde avait quelque chose à cacher. Cette petite sainte Nitouche ne ferait pas exception. Pendant ce temps, à la Bastide Beaumont, Solène préparait le petit déjeuner sur la terrasse avec un entrain particulier. La soirée de la veille l'avait grisée plus qu'elle ne voulait se l'avouer. Se retrouver au bras d'Alaric, sentir les regards admiratifs de la foule, défendre publiquement l'homme qu'elle. Quel quoi? Exactement. Car c'était bien là le problème. Au fil de ces 3 semaines passées ensemble, ses sentiments pour Alaric avaient évolué bien au-delà de la nostalgie d'enfance ou de l'amitié retrouvée. Il y avait cette façon qu'il avait de la regarder quand il croyait qu'elle ne s'en apercevait pas. Ces silences complices lors de leur promenade dans les vignes. Cette électricité qui passait entre eux quand leurs mains se frôlaient par hasard. Elle en train de tomber amoureuse de l'homme ou de l'idée romantique qu'elle s'en faisait. Cette question la taraudait depuis qu'elle avait prononcé ces mots la veille. On protège toujours ce qu'on aime. Bonjour, belle endormie. La voix d'Alaric la fit sursauter. Il apparut sur la terrasse, déjà habillé pour sa journée de travail. Jonc sombre, chemise blanche, cette élégance décontractée qui lui allait si bien. « Bonjour, bien dormi, comme un bébé. Et toi ?» Elle mentit. Elle avait passé une partie de la nuit à repenser à leur danse sous les étoiles, à cette façon qu'il avait eue de la serrer contre lui plus étroitement que ne l'exigeait la musique. Déjeunèrent en bavardant de choses et d'autres, évitant soigneusement d'évoquer les événements de la veille. Mais une tension nouvelle flottait entre eux, faite d'attirance mutuelle et de pudeur. « Je dois aller en ville ce matin », annonça Alaric en consultant sa montre. « Rendez-vous avec mon banquier, puis visite d'un nouveau vignoble à vendre près de Gigondas. Tu veux m'accompagner ? » ?»« Non, merci. J'ai prévu de me promener dans le village, de revoir quelques endroits de mon enfance. »« Très bien. Je serai de retour vers 17 heures. On pourrait dîner au village ce soir, si ça te dit, avec plaisir. » Il hésita un instant sur le seuil de la terrasse, comme s'il voulait dire quelque chose d'important. Puis, il se contenta de «
À ce soir, Solène. À ce soir, Alaric. 1 heure plus tard, Solène descendait vers le village au volant de sa petite Citroën. Elle gara sa voiture près de l'église et commença une promenade nostalgique dans les ruelles de son enfance. La boulangerie du bois où elle achetait des chaussons aux pommes avec son argent de poche, l'école communale avec sa cour ombragée de platanes, la place de la Fontaine où elle avait fait sa fameuse promesse. Mademoiselle Marchand, elle se retourna. Un homme d'une 50aine d'années, costume gris, allure de commercial, lui souriait d'un air engageant. « Oui, Jérôme Blanchard, journaliste freelance. J'écris un article sur le développement économique de la région et votre histoire avec Monsieur Beaumont m'intéresse beaucoup. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder ?» Solène hésita. Quelque chose dans le regard de cet homme lui déplaisait instinctivement. Quel genre d'article? Oh, rien de méchant. Une success story régionale, la renaissance des traditions, ce genre de choses. Les lecteurs adorent des histoires d'amour. Je ne pense pas que ma vie privée. Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, après votre déclaration publique d'hier soir, vous comprenez que les gens soient curieux. Allez, juste un café? Malgré ses réticences, Solène se laissa convaincre. Ils s'installèrent à la terrasse du café des Platanes, celui-là même où ses parents l'avaient appelé le soir de sa promesse, 12 ans plus tôt. Son enfance au village, ses études, son retour à Clerval-sur-Rhône. Mais progressivement, ces questions se firent plus personnelles, plus insidieuses. Vous avez vécu à Paris plusieurs années, c'est ça? Ça devait être difficile financièrement pour une jeune femme seule, je me débrouillais très bien sûr. Et votre ex-fiancé, Julien Moreau, il travaillait dans la finance, c'est ça? Solène sursauta. Elle n'avait jamais mentionné Julien, et encore moins dit qu'ils avaient été fiancés. Comment savez-vous? Qui êtes-vous exactement? Le masque aimable de Blanchard tomba d'un coup. Son sourire devint carnassier. Quelqu'un qui s'intéresse à la vérité, mademoiselle Marchand. Par exemple, cette petite affaire avec votre ancien patron, monsieur Dubois. Détournement de fonds, c'est bien ça? Oh, les charges ont été abandonnées, certes, mais les rumeurs ont la vie dure dans le milieu de l'architecture parisienne. Solène blêmit. Cette histoire appartenait au passé. Julien avait manipulé des comptes dans l'agence où elle travaillait, et par malchance, c'est elle qui avait découvert la supercherie. Accusée à tort de complicité, elle avait traversé 6 mois d'enfer avant d'être blanchie. Mais effectivement, sa réputation professionnelle en avait souffert. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Moi? Rien du tout. Mais mon client, lui, aimerait que vous réfléchissiez à votre situation. Vous êtes une jolie femme sans le sou qui s'accroche au bras d'un milliardaire. Les mauvaises langues pourraient y voir de l'opportunisme. Sortez de ma vue, siffla Solène en se levant. Réfléchissez bien, mademoiselle Marchand. Réfléchissez à ce que diront les journaux si cette vieille histoire ressort. Réfléchissez à ce que pensera monsieur Beaumont quand il apprendra que la femme qu'il aime a été soupçonnée de vol. Solène s'enfuit littéralement, laissant Blanchard savourer son petit triomphe. Elle regagna sa voiture en tremblant, démarra en trombe et rentra à la Bastide sans voir le paysage défiler. Une fois dans sa chambre, elle s'effondra sur son lit et éclata en sanglots. En quelques minutes, ce serpent avait détruit la bulle de bonheur dans laquelle elle vivait depuis 3 semaines. Car le pire, c'est qu'il n'avait pas complètement tort. Qu'est-ce qu'elle faisait ici, sinon profiter de la générosité d'Alaric? Qu'est-ce qui lui avait pris de jouer les amoureuses trans devant tout le village? De quoi droit s'immisçait-elle dans la vie d'un homme qui n'avait rien demandé d'autre que de l'héberger quelques jours? Et si cette histoire de détournement de fonds revenait aux oreilles d'Alaric? S'il découvrait qu'elle lui avait caché cette partie sombre de son passé? Vers 17 heures, il trouva Solène dans le salon, assise, très droite sur le canapé, ses affaires bouclées à ses pieds. « Solène, qu'est-ce qui se passe? Je pars, Alaric, je retourne à Paris. Comment ça, tu pars? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose ?» Elle évita son regard, fixant obstinément ses mains jointes. « J'ai abusé de ton hospitalité. Il est temps que je reprenne ma vie en main. Mais, et nous? Et ce qu'il s'est passé hier soir? Il ne s'est rien passé hier soir. J'ai joué un rôle. Voilà tout. La princesse de conte de fées qui reconquiert son prince charmant. C'était ridicule. »
Alaric s'agenouilla devant elle, cherchant à croiser son regard. « Solène, regarde-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a changé depuis ce matin ?» Blanchard, ses menaces, cette épée de Damoclès qui pesait maintenant sur leur relation naissante. Mais comment avouer à l'homme le plus intègre qu'elle connaisse qu'elle avait été soupçonnée de malhonnêteté? Rien n'a changé. J'ai juste repris mes esprits. Je ne te crois pas. Crois ce que tu veux, Alaric. De toute façon, on se fait des illusions tous les deux. Tu ne connais rien de ma vraie vie, de mes erreurs, de mes échecs. Et moi, je ne suis qu'une rêveuse qui s'accroche à une promesse d'enfant. Ces mots lui firent mal à prononcer, mais elle savait qu'ils étaient nécessaires pour le protéger de ce qui allait forcément arriver. Le scandale, les ragots, la destruction de sa réputation irréprochable. Alaric se releva lentement, accusant le coup. « Si c'est vraiment ce que tu penses de nous, c'est ce que je pense. » Il hocha la tête, blessé au-delà des mots. « Très bien, je vais demander à Pierre de te raccompagner à la gare d'Avignon. Merci. » 1 heure plus tard, Solène quittait la Bastide Beaumont dans la Mercedes du chauffeur d'Alaric, laissant derrière elle un homme debout sur le perron, immobile comme une statue, qui la regardait s'éloigner sans comprendre pourquoi son bonheur retrouvé venait de s'envoler en fumée. Là, pour la première fois depuis des semaines, la grande maison fut de nouveau silencieuse. Et pour la première fois depuis des années, Alaric pleura. Avril 2026. L'église Saint-Pierre d'Avignon n'avait jamais accueilli de cérémonie aussi somptuaire. Les colonnes romanes étaient habillées de guirlandes de roses blanches et de pivoines roses. L'autel disparaissait sous une cascade d'orchidées et les bancs de chêne sculptés croulaient sous les compositions florales. 300 invités, tout ce que la région comptait de notables, d'industriels et d'aristocrates, avaient pris place dans la nef gothique. Car contre toute attente, après 6 mois de séparation douloureuse, Alaric Beaumont et Solène Marchand s'apprêtaient à unir leurs destinées. L'histoire de leur retrouvailles tenait du miracle et de la détermination. 2 mois après le départ précipité de Solène, Alaric avait fini par comprendre qu'elle lui cachait quelque chose. Son enquête discrète l'avait mené jusqu'à Jérôme Blanchard, puis à Cassian Morel. La vérité sur le chantage et les menaces avait éclaté au grand jour. Fou de rage, Alaric avait débarqué chez Cassian, le menaçant de poursuites judiciaires si ses manœuvres ne cessaient pas immédiatement. Mais surtout, il avait pris le premier TGV pour Paris, retrouvé Solène dans son petit studio de Belleville et l'avait supplié de lui pardonner de n'avoir pas su la protéger. Cette histoire de détournement, je m'en moque éperdument, lui avait-il dit en la prenant dans ses bras. Ce qui compte, c'est que tu aies cru nécessaire de partir pour me préserver. Ça prouve que tu m'aimes vraiment. Il s'était fiancé à Noël, dans l'intimité de la Bastide Beaumont, sous le regard attendri de Madame Chen et des employés du domaine. Et aujourd'hui, 15 avril 2026, ils s'apprêtaient à sceller leur union devant Dieu et les hommes. Dans la sacristie, Solène ajustait une dernière fois sa robe de mariée. C'était une création sur mesure d'Élie Saab, en dentelle de Calais et soie sauvage, d'une élégance intemporelle qui magnifiait sa silhouette sans l'écraser. Ses cheveux étaient relevés en chignon sophistiqué orné du diadème en diamant de la famille Beaumont, transmis de mère en belle-fille depuis 4 générations. « Tu es absolument radieuse, ma chérie », murmura Émilie Marchand, sa mère, en retenant ses larmes. Bernard Marchand, ému aux larmes lui aussi, boutonnait nerveusement sa jaquette de location. « Je n'arrive pas à croire que ma petite fille va épouser. Enfin, tu sais qui? Papa, arrête. Alaric est juste un homme comme les autres. Un homme qui possède la moitié de la Provence, » rit Émilie. À travers les vitraux de la sacristie filtrait la rumeur de la foule massée devant l'église, car l'événement avait pris une dimension médiatique considérable. Les journalistes de Gala, Point de Vue et Paris Match étaient présents, ainsi que les correspondants de plusieurs chaînes de télévision. L'histoire de la promise d'enfance devenue réalité avait fait le tour de la France, touchant l'imagination populaire. « Mademoiselle, dit discrètement l'un des organisateurs, nous sommes prêts, monsieur votre père, si vous voulez bien. » Bernard offrit son bras à sa fille et ils se dirigèrent vers la nef.
Les grandes orgues entonnèrent la marche nuptiale de Mendelssohn et toute l'assemblée se leva dans un bruissement d'étoffes et de chuchotements admiratifs. Solène remonta lentement l'allée centrale au bras de son père, souriant aux invités qui la dévoraient des yeux. Elle reconnaissait des visages familiers. Martine Dubois, émue aux larmes, papa Lucien qui lui fit un clin d'œil complice, les frères Moreau en costume du dimanche, Madame Roussel qui lui adressa un signe de la main discret. Mais c'est quand elle aperçut Alaric, debout devant l'autel dans son smoking noir, parfaitement coupé, qu'elle sentit son cœur s'emballer. Il était d'une élégance stupéfiante, ses cheveux bruns impeccablement coiffés, son regard gris rivé sur elle, avec une intensité qui lui coupa le souffle. À côté de lui se tenait son témoin, Henri de Montclair, son meilleur ami depuis l'enfance et frère de la défunte Isabelle. La réconciliation des deux hommes, après des années de froideur liées au drame, avait été l'un des plus beaux cadeaux de cette histoire d'amour retrouvée. Mes très chers frères, commença le père Augustin, curé de la paroisse. La cérémonie se déroulait dans la sérénité et l'émotion quand soudain, un brouhaha inhabituel se fit entendre à l'extérieur de l'église. Des cris, des moteurs qui vrombissent, des pas précipités sur le parvis. Alaric et Solène échangèrent un regard inquiet. Plusieurs invités commencèrent à murmurer, tournant la tête vers les portes closes de la nef. C'est alors que les battants s'ouvrirent violemment. Cassian Morel fit irruption dans l'église, accompagné de 4 hommes en costume sombre qui avaient tout l'air de garde du corps. Son visage était déformé par une rage folle, ses cheveux en désordre, sa cravate de travers. « Arrêtez cette mascarade !» hurla-t-il, sa voix résonnant sous les voûtes gothiques. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Plusieurs femmes poussèrent des exclamations effrayées. Des hommes se levèrent instinctivement, prêts à intervenir. « Cassian, sortez immédiatement !» ordonna Alaric d'une voix glaciale. « Jamais! Cette union est une escroquerie. Cette femme vous ment, Beaumont. Elle vous manipule depuis le début. » Solène sentit ses jambes se dérober sous elle. Malgré toutes les explications, malgré le pardon d'Alaric, elle avait toujours craint que cette histoire ne ressurgisse le jour le plus important de sa vie. « Vous voulez connaître la vérité sur votre fiancé ?» continua Cassian en brandissant une liasse de documents. « Saviez-vous qu'elle a été accusée de détournement de fonds? Qu'elle a été virée de son agence parisienne? Qu'elle traîne derrière elle un passé de « ça suffit ». La voix qui venait de tonner n'était pas celle d'Alaric, mais celle du commandant Jules Vautrin, chef de la gendarmerie d'Avignon, présent en tant qu'invité, mais qui venait de se lever de son banc. « Monsieur Morel, vous troublez l'ordre public et proférez des accusations diffamatoires. Je vous somme de quitter immédiatement les lieux. Je ne partirai pas. Cette femme est une menteuse et une. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Les portes de l'église s'ouvrirent de nouveau et une dizaine de gendarmes en uniforme firent irruption, menés par le lieutenant Marchetti. « Commandant Vautrin !» salua le lieutenant. « Nous avons reçu des signalements de troubles à l'ordre public. »« Parfait, lieutenant. Veuillez procéder à l'interpellation de M. Morel et de ses complices. Violation de domicile, trouble à l'ordre public et diffamation publique. » Cassian recula, soudain moins sûr de lui, face aux uniformes. « Vous n'avez pas le droit. Je suis un citoyen libre. J'ai le droit de parler, pas dans une église, pas pendant une cérémonie religieuse et certainement pas pour tenir des propos diffamatoires, » rétorqua le commandant. Ce qui suivit tint du spectacle surréaliste. Cassian tenta de résister, criant des accusations de plus en plus incohérentes, mais les gendarmes le maîtrisèrent rapidement. Ces soi-disant gardes du corps s'avérèrent être de simples figurants qui détalèrent dès qu'ils virent les uniformes. « Vous le regretterez, Beaumont !» hurla Cassian en étant traîné vers la sortie. « Cette union ne tiendra pas. Elle vous quittera dès qu'elle aura mis la main sur votre fortune. Vous verrez !» Les portes se refermèrent sur ces vociférations et un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. 300 invités se regardaient, incrédules, se demandant s'ils venaient vraiment d'assister à une scène digne d'un mauvais soap-opéra. Le père Augustin, imperturbable malgré ses 70 ans, tapota légèrement son microphone. « Mes très chers frères, reprit-il comme si de rien n'était, comme je le disais avant cette interruption, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Solène et Alaric.
Un rire nerveux parcourut l'assemblée. Puis, quelques applaudissements timides. Bientôt, toute l'église applaudissait à tout rompre, saluant la dignité des mariés face à cette épreuve inattendue. Alaric prit la main de Solène, qui tremblait légèrement. « Ça va ?» murmura-t-il. « Maintenant, oui !» répondit-elle en lui souriant. « Maintenant, je sais que plus rien ne pourra nous séparer. »« Solène Marchand, » dit solennellement le père Augustin, « acceptez-vous de prendre pour époux Alaric Beaumont, ici présent ?»« Oui, je le veux, » répondit-elle d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la nef. « Alaric Beaumont, acceptez-vous de prendre pour épouse Solène Marchand, ici présente ?»« Oui, je le veux, » dit-il, et sa voix était chargée d'une émotion que même l'irruption de Cassian n'avait pas réussi à ternir. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. » Alaric souleva délicatement le voile de dentelle et prit le visage de Solène entre ses mains. Leur baiser, tendre et passionné à la fois, scella une union que rien ni personne ne pourrait plus défaire. L'orgue entonna la marche nuptiale de sortie et les nouveaux époux remontèrent l'allée centrale sous une pluie de pétales de roses lancés par les invités debout qui les acclamaient. Dehors, sur le parvis ensoleillé d'Avignon, une foule de journalistes et de curieux les attendait. Mais aussi, en première ligne, tous les habitants de Clerval-sur-Rhône, qui n'avaient pas pu entrer dans l'église et qui avaient fait le déplacement pour assister au triomphe de leur petite Solène. « Vive les mariés !» criait papa Lucien en agitant son béret. « Alors, ma chérie, dit Martine Dubois en embrassant Solène, ta promesse d'enfant, elle est tenue maintenant. Oui, sourit Solène en regardant son mari avec des yeux brillants de bonheur. Elle est tenue. Juillet 2026. La Bastide Beaumont avait subi une métamorphose spectaculaire. Là où régnait autrefois un silence de musée, résonnaient maintenant les éclats de rire de Solène, les notes d'un piano qu'elle avait appris à jouer sur le Steinway du salon de musique, le clapotis de la piscine où elle nageait chaque matin. Les pièces figées dans leur perfection avaient retrouvé vie. Dans le grand salon, des coussins colorés égayaient les canapés de cuir, des magazines traînaient sur les tables basses, des bouquets de fleurs fraîches du jardin ornaient chaque recoin. La salle à manger immense accueillait désormais régulièrement des dîners avec les amis du village, les employés du domaine, la famille de Solène venue s'installer à demeure dans l'ailesse de la propriété. Là, Solène se réveilla avec une sensation particulière. Allongée dans le lit king-size qu'elle partageait maintenant avec Alaric, elle posa instinctivement une main sur son ventre encore plat, mais qui abritait déjà, elle en était certaine, une petite vie. Le test de grossesse qu'elle avait fait la veille en secret avait confirmé ses soupçons. Enceinte de 6 semaines, le plus beau cadeau qu'elle puisse offrir à l'homme qui avait transformé sa vie en conte de fées. Alaric dormait encore, un bras passé autour de sa taille, le visage apaisé dans le sommeil, comme il était différent de l'homme solitaire et mélancolique qu'elle avait retrouvé 8 mois plus tôt. Le mariage l'avait métamorphosé, révélant une facette de sa personnalité qu'il avait longtemps cachée, sa capacité de bonheur. Elle se leva délicatement pour ne pas le réveiller et enfila un peignoir de soie. Sur la terrasse de leur chambre, Madame Chen avait déjà dressé le petit déjeuner. Croissants encore chauds, confiture de figues maison, café fumant et jus d'orange fraîchement pressé. Mais aussi, petite attention quotidienne qui la touchait toujours, un bouquet de marguerites du jardin dans un petit vase de cristal. Car Alaric avait transformé une partie de ses jardins en un champ de marguerites, en hommage à leur première rencontre. « Pour que tu n'aies jamais à chercher de fleurs à m'offrir », lui avait-il dit le jour de leur noce d'argent symbolique, 1 mois après leur mariage. « Bonjour, Madame Beaumont. » Elle sursauta. Alaric était apparu derrière elle, torse nu, cheveux ébouriffés, d'une beauté à couper le souffle dans la lumière dorée du matin provençal. « Bonjour, Monsieur Beaumont, » répondit-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Il la serra contre lui, respirant le parfum de ses cheveux, cette odeur de lavande et de bonheur qui lui était devenue indispensable. « Tu es matinal aujourd'hui, j'ai bien dormi. Et toi, comme un bienheureux. » Ils s'installèrent sur la terrasse pour le petit déjeuner, contemplant le paysage magnifique qui s'étendait à leurs pieds.
Les vignobles descendaient en terrasse jusqu'à la vallée du Rhône, ponctuée de cyprès et d'oliviers centenaires. Au loin, le village de Clerval-sur-Rhône commençait à s'animer dans la douceur matinale. « J'ai eu Henri au téléphone hier soir », dit Alaric en tartinant un croissant. « Il vient passer le week-end avec Mathilde et les enfants. Parfait, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. » Henri de Montclerc, son témoin de mariage, était devenu l'un de leurs amis les plus proches. Son mariage récent avec Mathilde, une institutrice de Lyon, et l'adoption de ses 2 enfants d'un premier mariage avaient encore resserré les liens entre les 2 hommes. « Et tes parents? Ils viennent toujours déjeuner dimanche ?» « Bien sûr. Papa commence à s'habituer à l'idée d'avoir un gendre milliardaire, » rit Solène. En réalité, Bernard et Émilie Marchand avaient été bouleversés par la générosité d'Alaric. Non content de leur avoir offert un appartement magnifique à Avignon, il avait également créé un fonds de pension confortable qui leur permettait de voyager à leur guise et de profiter de leur retraite sans soucis financiers. « Au fait, » dit Alaric en consultant son agenda, « j'ai reçu une invitation hier. Le maire d'Avignon organise un gala de charité le mois prochain. Ça te dit d'y aller ? Pour quelle cause ? L'aide aux enfants défavorisés de la région. Alors évidemment, tu sais bien que je ne peux rien refuser quand il s'agit d'enfants. » Alaric lui sourit tendrement. Depuis leur mariage, Solène s'était impliquée dans plusieurs associations caritatives, mettant sa nouvelle notoriété au service des plus démunis. Sa simplicité et sa sincérité en faisaient une ambassadrice parfaite pour toutes les causes justes. « D'ailleurs, » reprit-elle avec une petite lueur malicieuse dans les yeux, « à propos d'enfants, oui, elle prit une grande inspiration. Comment annoncer la nouvelle qui allait changer leur vie? Tu te souviens de ta réflexion d'hier soir? Tu disais que cette maison était trop grande, même pour nous 2. Je me souviens. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera bientôt plus trop grande. » Alaric fronça les sourcils, ne comprenant pas où elle voulait en venir. « Solène, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle se leva, alla chercher le test de grossesse qu'elle avait caché dans sa table de nuit et revint s'asseoir face à lui. « Je veux dire que dans 7 mois, nous serons 3. » Elle posa le test sur la table, entre les croissants et la confiture. Alaric le regarda sans comprendre d'abord, puis ses yeux s'écarquillèrent quand il réalisa ce qu'il voyait. « Tu es enceinte, de 6 semaines. » Le silence qui suivit fut l'un des plus beaux de leur vie commune. Alaric restait figé, les yeux alternant entre le test et le visage radieux de sa femme, comme s'il n'arrivait pas à croire à ce bonheur supplémentaire. « Un bébé !» murmura-t-il enfin. « Nous allons avoir un bébé, nous allons avoir un bébé !» confirma-t-elle, les larmes aux yeux. Il se leva d'un bond, la prit dans ses bras et la fit tournoyer dans l'air en riant comme un enfant. Puis, il la reposa délicatement, soudain inquiet. « Excuse-moi, j'aurais dû faire attention. »« Tu ne dois pas, Alaric, » rit-elle. « Je suis enceinte, pas en porcelaine. » Il posa ses 2 mains sur son ventre encore plat, émerveillé. « Il y a vraiment notre enfant là-dedans, il y a vraiment notre enfant là-dedans. Comment tu te sens? Tu as des nausées? Tu as besoin de quelque chose? Je me sens merveilleusement bien. Et j'ai surtout besoin que tu me dises que tu es heureux. » Heureux? Il la regarda comme si elle venait de dire une énormité. « Solène, je suis l'homme le plus heureux de l'univers. J'ai la femme la plus merveilleuse du monde. Nous vivons dans un paradis, et maintenant tu me donnes le plus beau des cadeaux. » Il l'embrassa passionnément, puis s'agenouilla devant elle et déposa un baiser délicat sur son ventre. « Bonjour, petit bonhomme, » chuchota-t-il. « Papa et maman t'attendent. Peut-être que c'est une petite fille, » sourit Solène. « Alors elle sera aussi belle et aussi déterminée que sa maman. » Transformer la chambre d'amis en nurserie, choisir des prénoms, imaginer à quoi ressemblerait leur enfant. Alaric était déjà en train de planifier l'agrandissement de la propriété pour accueillir les futurs frères et sœurs de ce premier bébé. Le soir venu, ils dînèrent dans la petite salle à manger intime qu'ils préféraient à la grande salle d'apparat. Madame Chen avait préparé un repas de fête, langoustines grillées, risotto aux truffes, tarte aux fraises du jardin. Une bouteille de champagne d'Homme Pérignon trônait dans un seau à glace pour Alaric, un jus de fruits frais pour Solène. « À notre enfant !» dit Alaric en levant sa coupe. « À notre famille !» répondit Solène en levant son verre.
Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon principal, devant la cheminée où crépitait un feu de bois malgré la douceur de la soirée d'été. Solène était levée contre Alaric, sur le grand canapé de cuir, sa tête posée sur son épaule, ses jambes repliées sous elle. « Tu sais à quoi je pense ?» murmura-t-elle. « Non, dis-moi. » À cette petite fille de 9 ans qui a osé promettre à un homme de 19 ans son aîné qu'elle l'épouserait quand elle serait grande. Et qu'est-ce que tu penses de cette petite fille? Qu'elle avait raison, qu'elle a toujours su reconnaître l'amour véritable, et qu'elle a eu la patience d'attendre que son prince charmant comprenne qu'il avait besoin d'elle. Alaric resserra son étreinte, respirant le parfum de ses cheveux. « Tu sais ce que je n'ai jamais osé te dire ?» murmura-t-il. « Quoi ? Le soir où tu m'as fait cette promesse, j'ai su que ma vie venait de basculer. J'avais 29 ans, j'étais célibataire, je me concentrais sur mes affaires et soudain, cet enfant extraordinaire me regardait droit dans les yeux et me promettait de m'épouser. J'ai pensé, cette petite fille va soit m'oublier complètement, soit devenir la femme la plus fascinante du monde. Et alors j'ai conservé tes marguerites pendant 12 ans, en espérant secrètement que tu deviendrais cette femme fascinante, et en me promettant que si tu revenais un jour, je ne te laisserais plus repartir. Jamais n'avais rêvé si haut, murmura Solène, en reprenant les mots qu'il lui avait dit leur première nuit de noces. Ni moi, répondit-il en caressant tendrement ses cheveux, ni moi, mon amour. Dehors, la nuit provençale s'installait doucement sur la vallée du Rhône. Les cigales chantaient leur sérénade d'été. Les étoiles commençaient à s'allumer une à une dans le ciel velours, et au loin, les lumières de Clerval-sur-Rhône scintillaient comme des diamants épars. Dans la cheminée, les dernières braises rougeoyaient doucement. Dans les bras d'Alaric, Solène s'endormait paisiblement, une main posée instinctivement sur son ventre où grandissait leur premier enfant. La promesse d'une fillette de 9 ans était devenue réalité. La maison silencieuse avait retrouvé sa voix, et cette voix chantait maintenant le plus beau des cantiques, celui d'une famille qui se construit sur les fondations solides d'un amour véritable. Dans quelques mois, naîtrait le premier enfant Beaumont de la nouvelle génération. Il grandirait dans cette maison pleine de rires et d'amour, entouré de parents qui s'aimaient passionnément et qui avaient appris que les plus belles promesses sont celles qu'on tient, même quand elles semblent impossibles. « Quand je serai grande, je t'épouserai », avait dit la petite Solène. Mission accomplie. Sur Rhône, été 2027. Dans le parc de la Bastide-Beaumont, sous l'ombre d'un chêne centenaire, un berceau en osier se balançait doucement dans la brise provençale. À l'intérieur, dormait paisiblement un bébé de 3 mois, aux cheveux châtains et aux yeux verts de sa mère. Marguerite Beaumont, ainsi prénommée en hommage aux fleurs qui avaient scellé le destin de ses parents, était déjà la coqueluche du village entier. Non loin de là, Solène et Alaric, allongés sur une couverture à carreaux, regardèrent leur fille dormir, avec cet émerveillement inépuisable des jeunes parents. « À quoi tu penses ?» demanda Solène. « À rien, à tout, au bonheur tout simplement. » Et dans ce jardin baigné de soleil, entre les rangées de vignes qui descendaient vers la vallée et les champs de marguerites qui dansaient dans le vent, résonnait encore l'écho d'une promesse d'enfant devenue la plus belle des réalités.